Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First, le podcast qui parle de social listening avec des professionnels du secteur. Aujourd'hui, nous accueillons Pierre Quillet, expert social listening chez Coty. Ensemble, nous allons discuter de sa stratégie en social intelligence, des sujets d'influence et surtout de ses prédictions pour l'année 2026. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et bonne écoute. Hello Pierre. Salut Antoine. Ouais, ça fait super plaisir. Je pense ça fait combien de temps qu'on doit le tourner, ce podcast? Oh, ça finit par se compter en années, non? Ouais, J'irai à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'est ouais. ça, c'est ça. Bah non, mais moi je suis hyper content de t'accueillir pour plein de raisons, Ouais. notamment parce que tu fais partie des gens en France qui s'y connaissent particulièrement en social listening. La première question que je voulais te poser, c'est quoi pour toi le réseau social qui est le plus sous-exploité en social listening? Bah, si je prends en considération un peu comment les réseaux sociaux ont changé, comment aussi les usages des réseaux sociaux ont changé, Reddit pour moi est toujours sous-exploité. D'autant plus que maintenant Reddit fait vraiment partie, c'est vraiment l'une des premières sources qui va venir nourrir les chatbots que tout le monde connaît, ChatGPT, Copilot, etc. Donc déjà en termes de données sur lesquelles se basent ces LLM, c'est déjà une grosse manne. Mais sur la partie social media listening, c'est vraiment une plateforme qui est très communautaire, où les gens vont vraiment parler d'un sujet spécifique, vont vraiment rentrer en détail par rapport à d'autres plateformes où les gens vont un peu survoler le sujet ou être trop négatif comme sur X ou trop positif comme sur Instagram, alors que Reddit, c'est une bonne balance entre les deux, et notamment dans la cosmétique, c'est vraiment là où les gens vont parler de leur routine, de leurs besoins, de leurs problèmes. Et donc, c'est vraiment un aspect aussi communautaire, mais aussi là où on a beaucoup de consumer insight. Et donc, T'as du verbatim, t'as exactement. de la pépite Ouais. consommateur. Et en plus, l'avantage de Reddit, c'est quand même, en termes d'API, ils sont quand même, ils serrent moins la vis que d'autres. Donc aussi, c'est assez facile d'accéder à cette donnée par rapport à d'autres plateformes. Donc, il y a la partie, je dirais que Reddit, il y a un peu plus une partie anonyme par rapport à Instagram, Facebook, TikTok, où on peut quand même aller sur les profils des gens et voir qui ils sont. Sur Reddit, c'est un peu plus aveugle, mais si on veut vraiment rentrer dans des insights catégoriels ou des sujets plus profonds, je trouve que Reddit est une bonne plateforme. Et je pense qu'aussi elle est sous-exploitée parce qu'en termes d'investissement média, c'est moins facile pour une marque de se dire comment je vais vraiment investir de l'argent pour accentuer ma présence sur Reddit. Est-ce que c'est possible? Ça, je sais pas, mais en tout cas, pour quelqu'un qui fait du social listening comme moi, c'est vraiment une très belle base de données. Parce que pour une marque, c'est hyper compliqué, hein. Ouais. Ça sonne vite peut sonner très peu authentique si jamais c'est fait d'une manière un peu grossière où tu vois que c'est téléguidé. Exactement, il y a quand même des modérateurs sur Reddit, mais la particularité de la plateforme, c'est qu'il y a peut-être moins de modération, où les gens peuvent s'exprimer un peu plus librement, sans tomber dans les excès que sur d'autres plateformes. Donc effectivement, le fait qu'une marque arriverait avec un discours trop léché pourrait ne pas convenir à cette communauté. Et oui, il y a certaines marques, par exemple, moi, en ce qui me concerne dans la cosmétique, on se crée des subreddits spécifiques à la marque qui sont administrés par la marque Ça, c'est vous qui avez particulièrement. l'initiative de ça? Nous, pas particulièrement, mais j'ai pu voir des marques américaines dont les noms m'échappent, où ils ont un subreddit et ils vont publier un post Reddit comme ils publieraient sur Instagram. Donc après, je sais pas à quel point c'est développé. Il y a quelques marques qui ont essayé, mais j'ai pas en tête un cas d'une marque qui l'a vraiment embrassé de manière très très importante et qui en a bénéficié. Et à contrario, il y a un réseau qui est surexploité où tu te dis, bon, moi j'en ai un forcément en tête, mais où en social listening. On y accorde trop d'importance. Ouais. X. Ouais. On avait la même. Ouais. Ouais. Bah, X, l'avantage de X, c'est que, bah, notamment en plus avec l'achat récent par Elon Musk, par tout ce qui s'est passé, on a l'impression que l'accès aux données est encore plus facile, qu'il y a moins de modération, donc c'est vrai que beaucoup de choses s'y passent. Mais finalement, ce qui se passe sur X? Est-ce que c'est ce qui se passe dans la réalité? Je suis pas certain. Euh, Ce qui est paradoxal, c'est que je dirais que cette plateforme est vraiment regardée par beaucoup de monde pour un peu identifier les tendances, que ça soit au niveau politique, sur des sujets de société. On va voir que c'est très clivant, donc ça fait beaucoup de bruit. Donc forcément, les gens vont regarder pour juger un peu de l'opinion publique sur un sujet ou un autre. Mais finalement, le nombre de personnes qui s'expriment concrètement par rapport à la part de population, je pense, reste très minime. Donc finalement, on a une minorité, pardon, très bruyante,
mais la majorité silencieuse prend pas forcément part aux conversations. Donc finalement, on va avoir beaucoup de bruit, et souvent des épiphénomènes. Finalement, ça va être, sur quelques heures, on va parler de ce sujet, ensuite on en parlera plus, pour faire un parallèle avec des sujets que moi je traite, tout ce qui va être réputation de célébrité, la plupart des conversations se passent sur X et souvent on va voir une célébrité, s'est fait critiquer, sur quelques heures, un jour parce qu'elle a dit telle chose, mais derrière les gens l'ont plus vraiment mentionné. Donc est-ce que c en termes de volume, c'est très important, mais est-ce que nous, on doit vraiment s'inquiéter, du volume de posts négatifs qui s'est passé, sachant que c'est principalement sur X, principalement sur une journée spécifique? Bah, ce qui est moi, mon avis personnel là-dessus, c'est que X, c'est magnifique parce qu'en effet, tu as un accès, facilité à la donnée. Alors, tu as un peu plus d'indicateurs, aujourd'hui, sous Elon Musk, mais c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile d'accès. Mmh mh. Par contre, le vrai écueil et là, je trouve, c'est un piège dans lequel, on est tous plus ou moins tombés, c'est de survaloriser la plateforme versus, l'intérêt réel, et la représentativité réelle du sujet, quoi. Exactement et après ça dépend aussi le secteur dans lequel on est, c'est-à-dire sur la cosmétique, X a une part très peu importante. Ce qui était pas forcément le cas il y a 10 ans, parce que j'ai fait un cas récent où j'ai regardé les conversations sur, Kylie Cosmetics depuis 2015 et la période 2014-2015 quand Kylie Cosmetics avait lancé son lip kit, depuis, très célèbre, il y avait énormément de conversations sur X, énormément. Les gens réagissaient, ils partageaient leur quotidien, un peu comme on peut faire aujourd'hui sur Instagram ou sur Snapchat. Les gens partageaient vraiment tout de leur quotidien sur X et donc il y avait beaucoup de conversations sur la cosmétique, notamment pour des marques comme ça, où il y avait des célébrités. Et au fur et à mesure, la part de conversation sur la cosmétique a baissé là-dessus et on s'est plus retrouvé sur des Instagram, des TikTok, des Reddit, Product Reviews et la conversation en tout cas sur la cosmétique a beaucoup déserté X. Néanmoins, dès qu'on va parler de célébrités ou de sujets sociétaux qui peuvent toucher, de près ou de loin la cosmétique, là effectivement X va fournir beaucoup de conversations. Et tu as mentionné beaucoup de plateformes, il y en a une qui m'intéresse, Snapchat, vous l'intégrez dans votre, périmètre d'analyse? Non, c'est pas quelque chose qu'on fait. Bien évidemment, vu que Snapchat, c'est beaucoup une plateforme de particulier à particulier dans lequel, on va envoyer des messages qui sont pas forcément visibles. Donc, c'est vrai que la donnée publique sur Snapchat est beaucoup plus limitée que d'autres. Donc déjà ça Tu vas avoir la carte quoi, avec certaines ouais, publications pour exactement. des logiques de veille ou d'activation très ciblée, mais c'est vrai que sinon c'est pas Mmh. Bah, dans les outils qu'on utilise, Snapchat a été intégré récemment, mais c'est vrai que le volume de conversations qu'on récupère pour l'instant est très minime et voilà, enfin, en tout cas, nous, dans notre approche, il y a d'autres plateformes sur lesquelles on veut être plus fort avant d'ajouter, Snapchat ou d'autres, dans le scope. et si on revient, à ton à ton environnement, proche, Ouais. est-ce que tu penses qu'il y a des marques ou des catégories au sein des cosmétiques, Mmh. beauté et cetera, où le social listening va être moins pertinent, par structure, enfin, tu vois, par définition? Moi, j'en ai sur d'autres industries, tu Mmh. vois? Mais où ça va être, bah, en toute franchise, oui, le social listening est sympa, mais là, en l'occurrence, ça va pas être, particulièrement intéressant. Ah bah, tout ce qui est tendance, c'est vraiment cross catégorie dans la cosmétique, donc ça c'est intéressant. Les gens vont beaucoup parler de maquillage, vont parler de soins avec les problèmes qu'ils ont sur la peau. Le parfum, ils vont aussi beaucoup parler d'olfaction. C'est peut-être un petit peu plus difficile sur le parfum parce que on a quand même beaucoup de contenu et c'est une catégorie qui continue d'augmenter. C'est d'ailleurs pour ça que Coty s'est respécialisé dans la parfumerie prestige dans sa stratégie parce que c'est vraiment une catégorie qui continue de monter, donc on veut, mettre nos efforts, là-dessus. Parfum au prestige, c'est quoi? C'est à partir Ouais, d'un certain prix? d'un certain prix. Après, c'est vrai que la la nomenclature, la façon dont on nomme prestige, mastige, des fois les limites sont un peu floues, mais c'est, on va dire, ce que tu vas retrouver principalement chez Sephora, des marques de designers comme, Gucci, Marc Jacobs, Calvin Klein. À partir de ce prix-là, on peut considérer que c'est du prestige et après, tu as aussi l'ultra prestige où là, c'est des collections exclusives où les parfums peuvent aller à 200-300 €. Et donc, effectivement, sur la parfumerie, il y a beaucoup de conversations, mais en même temps, c'est aussi une catégorie qui est difficile pour des créateurs de contenu à partager parce que ils peuvent partager leurs ressentis, ils peuvent partager ce qu'ils sentent, mais, mais finalement, cette expérience qu'ils partagent,
elle est plus difficilement, les gens peuvent moins facilement s'identifier par rapport à quelqu'un qui va, par exemple, faire, une routine de soins ou de maquillage. On va voir le résultat avant-après. Donc cette différence entre le résultat avant-après est moins tangible sur les parfums. Voilà, je dirais que c'est l'une des particularités. Donc ça, c'est sur les catégories. Ensuite, il y a aussi des sujets dans la cosmétique qui sont, très difficiles, à identifier. Tout ce qui va être beauty tech, tout ce qui va être, vraiment, les technologies avancées, ça, c'est des sujets dont les gens discutent pas forcément en ligne. C'est assez niche. Souvent, c'est des technologies qui sont employées dans les magasins, donc tout ce qui est l'expérience en magasin, c'est pas forcément quelque chose qui est partagé par les consommateurs, moins que l'expérience produit en elle-même. Et aussi un autre sujet auquel je peux penser, ça va être tout ce qui est, environnement, sustainability. Ce sont des sujets, qui peuvent être présents, mais quand les gens achètent un produit, ça va être surtout les résultats, ça va être surtout le prix, ça va être, pour un parfum, ça va être, l'odeur, les résultats, oui, je les ai déjà dit et l'aspect vraiment, respect de l'environnement ou, Sauf en cas d'énorme crise. oui, Ouais, exactement. Bah, ouais, c'est c'est ça. exactement ça. Dès qu'il y a une crise, mais positivement, ça reste quelque chose que les gens se disent, c'est toujours quelque chose de bien à voir, mais c'est pas l'un des premiers critères qui vont faire qu'ils vont acheter, nos produits et donc c'est pas forcément quelque chose dont ils vont discuter en ligne. Ah, c'est hyper clair, c'est hyper intéressant. Donc, on a parlé de tu as parlé de tendance, tu as parlé d'analyse de marque. Mmh. Il y a quoi comme use case, un peu, évident et peut-être, l'audience connaît pas, enfin, je sais pas si Mmh. je sais pas exactement qui Ouais, regarde, de mais l'utilisation du social listening dans des cas pas forcément courants, c'est quoi ma question, en fait, c'est quoi la question business que tu aimerais beaucoup qu'on te pose, mais ah! qu'on t'a jamais posée? Tu vois? Où tu te dis: «Tiens, le social listening pourrait être hyper pertinent pour répondre à cette question-là, mais pour une Mmh. raison ou une autre, c'est jamais arrivé». Bah, jamais arrivé, peut-être pas, mais arrivé trop peu, certes. Dans mon entreprise, je suis au sein d'un département qui est l'advocacy et l'influence. Donc notre but, c'est de faire en sorte comment, tous nos consommateurs et nos comment faire en sorte que plus de gens nous achètent, bien sûr, et comment ceux qui nous achètent peuvent parler, heu, plus de nous en bien. Et là-dedans, il y a cet aspect de comment je vais, identifier des gens qui ont pas forcément une communauté de personnes très importantes et comment je vais amplifier leur message. Je vais vraiment identifier un contenu qui est très organique, qui vient vraiment du cœur, qui est pas forcément poussé par la marque, par un partenariat. C'est vraiment quelqu'un qui aime profondément notre marque pour ce qu'elle représente, Ça pour, peut être un anonyme? Enfin, oui, c'est ah oui, ça, ça OK. peut être un anonyme ou quelqu'un qui peut être ce qu'on appelle un influenceur, mais qui va avoir, 1 200 abonnés, qui va un peu passer, qui va passer les mailles du filet, des équipes d'influence parce que sa communauté n'est pas assez grosse. Mais finalement, cette personne a une petite communauté, mais qui s'identifie beaucoup à ce créateur ou à cette créatrice de contenu et hem et on gagnerait à plus l'amplifier parce que cette personne n'a pas on lui a rien demandé de faire. Elle aime profondément notre marque, elle l'achète peut-être depuis des années et ça lui fait plaisir de poster, sur nous. Donc cette personne-là est déjà engagée, mais on pourrait la mettre beaucoup plus en avance pour la valoriser et montrer aussi à nos consommateurs que même si ce sont des personnes qui se considèrent comme anonymes ou qui ont pas une grosse visibilité sur les réseaux sociaux, la marque peuvent quand même être sensible et les contacter ou créer une relation plus forte avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, un peu sous-exploité. On va continuer de beaucoup regarder des gros influenceurs, mais on va oublier les personnes un peu anonymes. Il y a la partie CRM, mais ça, CRM, c'est vraiment... On vend quoi? Comment? Ouais, l'objectif, c'est plus de vendre, quoi. C'est de Ouais. vendre, mais c'est vraiment une relation, directe, mais invisible presque. C'est quelqu'un nous envoie un mail ou un message, on lui répond et rien ne se passe. Alors que sur cet aspect, des réseaux sociaux, la personne a quand même une visibilité même minime sur les réseaux sociaux et donc on peut tout autant en fidélisant un consommateur aussi, montrer ce qu'on fait à une audience plus large et voilà et c'est aussi cette, personne-là qui va après parler à son audience, qui va grossir et le principe de l'advocacy, c'est de faire en sorte que le bouche à oreille fonctionne, naturellement et que les gens, parlent de notre marque, sans qu'on leur demande. Et toi, l'influence, c'est enfin, les sujets autour de l'influence, c'est la thématique qui revient le plus, qu'on te demande le plus?
Aujourd'hui, c'est ce sur quoi on s'est recentré, parce que OK. notre équipe est très spécifique. À l'inverse d'autres départements social listening, on n'est pas, on a des liens avec la CMI, mais on n'est pas directement rattaché à la CMI. On est rattaché à l'équipe corporate communication, mais on n'en fait pas partie. Donc on est vraiment, une équipe à part qui a comme principal domaine, l'influence. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on se recentre et donc mes sujets vont de plus en plus poussés par l'influence. Néanmoins, il y a quand même quand même des personnes dans mon équipe qui gèrent la partie influence pure, gros créateurs de contenu, la pyramide d'influence que tu connais avec, avec une plus ou moins grosse, audience. Moi, je continue quand même de faire beaucoup de sujets, CMI, même si j'en OK. suis pas attaché, ça reste quand même, un univers dans lequel le social listening est très, très utile à l'entreprise et aussi avec davantage de départements du digital, par exemple avec l'équipe e-commerce, que ça soit pour le suivi, des produits, des avis produits sur nos pages et aussi de plus en plus un sujet qui est la réécriture des pages produits. Par exemple, on va lancer un nouveau mascara, et donc on va construire, le discours, en tout cas la description de notre produit ou le titre ou plein de choses pour améliorer notre SEO et peut-être plus tard le GEO. Mais en tout cas, comment la réécrire, pour faire en sorte que quand les gens cherchent ce type de produit, ils tombent sur notre page, en 1er et donc ça, c'est le genre de cas Ouais, c'est qui se passionnant. font de plus en plus, ouais. Donc, voilà, avec l'équipe e-commerce, ce sont des sujets où ils pensaient pas qu'on pouvait utiliser le social listening, où ils faisaient plein de choses manuelles. Donc genre le fait d'automatiser, ça va aider à le faire de plus en plus ou même, si c'est par exemple, on fait des campagnes d'échantillonnage pour un peu augmenter notre visibilité, la visibilité de nos produits sur les sites e-retailers ou oui, sur Amazon, sur Sephora, sur Marionneau et permettre de voir si nos campagnes d'échantillonnage font qu'on a plus d'avis positifs, font que ça augmente la note, fait qu'on est mieux référencé. Donc il y a aussi c'est avant-après, action marketing, e-commerce, contenu aussi, qui fait que aujourd'hui le social listening, chez Coty et de manière générale, reste très pertinent. Et un projet, tu vas me dire ça dépend, mais ça prend combien de temps? Combien de temps on a entre, tu as un besoin de l'équipe métier et Mmh. ils viennent vers toi, ils te disent, bah, voilà, on a cet enjeu CMI, cet enjeu d'influence et cetera. Mmh. Combien de temps ça prend? Et surtout, comment tu priorises toutes ces demandes? Parce que, enfin, Mmh. ça, c'est vraiment c'est le sujet, je trouve, qui revient à chaque fois. Il y a Ouais. globalement, des équipes qui soit ne sont pas du tout référencées et du coup n'arrivent pas à avoir des demandes métiers Mmh. et donc passent leur temps à aller courir auprès des équipes pour, «Ah si, moi je sais faire ça, je sais faire ça». Soit à l'inverse, quelqu'un qui fait presque trop bien son travail et qui se retrouve, tout seul face à, «J'ai besoin de, la liste des 400 influenceurs les plus pertinents pour demain. J'ai besoin de savoir, pourquoi les gens achètent pas ma crème», Mmh. et cetera et cetera. Comment toi tu arrives à prioriser tout ça? Hem Déjà, j'utilise, une méthode que beaucoup de gens font, c'est la matrice, d'Eisenhower. Donc Ouais. déjà, je regarde en fonction des gens qui me contactent, est-ce que je considère que ce projet est important ou non? Est-ce qu'il est urgent ou non? Donc c'est première phase d'analyse pour, savoir, est-ce que je vais déléguer? Est-ce que je vais le faire tout de suite? Est-ce que je vais le faire plus tard? Ensuite, je vais beaucoup aussi me baser sur la personne qui me le demande. Hem Au-delà de la personne qui me demande, déjà le sujet en lui-même, est-ce qu'il correspond, est-ce qu'il est en lien avec un des piliers stratégiques de l'entreprise? C'est-à-dire l'entreprise a décidé que, on allait cibler la Chine ou qu'on allait plutôt aller là dernièrement sur le pr la parfumerie prestige. Si 50 des demandes sont sur, le maquillage de masse, je vais pas toutes les traiter parce que c'est pas en lien avec les piliers Avec la stratégiques de big picture, l'entreprise. quoi. Exactement, donc finalement, même si ça peut aider la personne directement qui me l'a demandé, à la fin, peut-être que ça va pas avoir une assez grosse valeur par rapport au temps que j'aurais pris sur Coty. Donc il y a ce premier aspect, quel est la demande, enfin le sujet qui est traité et ça dépend aussi de la personne. Des fois, des personnes vont me demander en disant: «J'ai entendu que tu pouvais potentiellement, voir la réputation de mon produit, ça m'intéresse». Donc en fonction si c'est déjà, c'est la discussion avec la personne va me permettre de savoir est-ce que c'est en prioritaire ou c'est juste qu'elle se dit: «C'est un plus que je peux avoir, mais c'est pas essentiel dans son travail de tous les jours» et
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est ça en fonction si je vois si la personne est vraiment réceptive, si elle comprend vraiment ce qu'elle va obtenir, si elle est vraiment claire dans ce qu'elle veut ou c'est juste, qu'elle a demandé à 10 personnes différentes, dont moi, je vais pas forcément prioriser le sujet. T'as déjà dit non? De plus en plus, ouais. J'ai appris à dire non parce que, lors de ma première année, ouais, mes 2 premières années chez Coty, on était plus dans faire découvrir le social listening. Donc notre but, c'était de répondre au maximum de demandes, de vraiment, mettre l'accent sur ce qu'on faisait, faire comprendre aux gens pourquoi c'était important, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, on multipliait les cas pratiques, on disait oui à tout, mais on s'est rendu compte que de plus en plus, on devenait au fur et à mesure qu'on gagnait en popularité, il y a de plus de gens qui nous demandaient, donc c'était moins facile de dire oui. Les objectifs, de l'entreprise qui ont changé, donc forcément, il y a beaucoup de petits sujets qu'on peut plus traiter. On est plus, maintenant avec, la reconfiguration de notre équipe, on est beaucoup plus dans une approche stratégie que de reporting et donc on essaye de faire moins de rapports, factuels et plus des analyses qui vont inclure, un changement de stratégie ou des décisions concrètes prises par les personnes avec qui on travaille voilà, je pense qu'avoir fait à peu près le tour. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que non, c'est quoi le plus dur? C'est de trouver l'insight ou c'est de le faire accepter en interne? Le le faire comprendre et surtout le faire utiliser en interne. Parce qu'aujourd'hui, les gens comprennent le social listening, mais on n'en est pas à un niveau où, on va avoir, 10 personnes qu'on peut considérer comme des experts social listening en interne. Pour l'instant, je reste, on va dire, le point de référence. J'essaye de démocratiser ça et de former de plus en plus de personnes à ça, mais en termes de personnes qui peuvent se débrouiller seules avec l'outil, qui peuvent, conduire un projet de A à Z, c'est encore, très, très limité et donc il y a encore besoin d'un travail de pédagogie que je dois faire pour vraiment, sensibiliser les gens à qu'est-ce que j'ai trouvé, pourquoi c'est important et comment l'utiliser. Après, il y a aussi un travail derrière de suivi, de voir, mais étant donné qu'on est une petite équipe, c'est pas un travail qu'on peut faire forcément au quotidien, mais j'essaye de me forcer de plus en plus à, une fois que j'ai envoyé quelque chose, dans les jours qu'on suivi, savoir est-ce que ça a été utile, qu'est-ce qu'ils en ont fait, et peut-être quelques semaines, voire un mois après, dire concrètement qu'est-ce que tu as fait avec. Et ça m'aide aussi pour les projets suivants à dire, bah, en général, quand quelqu'un du retail me demande un sujet sur telle chose, je me rends compte que c'est juste pour leur information, mais qu'ils vont pas le repartager et que ça va pas avoir Ouais, une c'est grosse frustrant valeur. ça. Voilà, c'est ça. C'est hyper frustrant. Surtout quand voilà, on a une petite équipe, on doit prioriser et voilà, on doit choisir nos batailles. Donc effectivement, c'est un processus qui s'apprend et mais finalement, c'était pas plus mal au début de dire oui à beaucoup de choses parce que même en termes d'expérience personnelle, ça m'a permis de voir tous les usages concrets qu'il y avait du social listening. Parce que quand j'étais en agence, on faisait beaucoup des brand audits, des rapports, rating and reviews, mais j'avais pas autant connaissance de tous les usages possibles et c'est au fur et à mesure des cas, des demandes qui m'ont été adressées que j'ai dit: «Ah mais on pourrait faire ça aussi et puis ça aussi» et puis le SEO, le GEO, l'influence, la CMA et c'est là où j'ai pu vraiment concrètement voir l'impact que peut avoir le social listening sur beaucoup, beaucoup de métiers au sein d'une même entreprise. Mmh. Ah, mais tu un peu ce qui est génial, je trouve, dans ta position, c'est que tu es à l'intersection de plein de demandes, Mmh. heu et donc si tu devais tout refaire, si tu, demain, tu débarques dans une grande entreprise mondiale de, beauté, tu dois reconfigurer on va rester, par exemple, sur la stack outil. Tu dois reconfigurer toute la stack outil. Il y a aucun outil de social intelligence. Mmh. Tu commences par quoi? Qu'est-ce que tu mets en place dans la première année? Je vais déjà interroger le patron ou la patronne de la CMI, de la communication, du digital. Donc déjà, les différentes entreprises avec qui j'ai eu l'occasion de ces dernières années, je vois qui peut avoir l'usage du social listening. Donc je vais déjà, les interroger pour savoir quelles sont leurs priorités, s'ils savent ce qu'est le social listening, s'ils l'ont déjà utilisé, s'ils veulent plus l'utiliser. Donc j'arrive à faire une cartographie des demandes en interne pour voir ce à quoi je pourrais répondre. À partir de là, je vais me dire quel processus j'ai besoin de mettre en place. Est-ce qu'il est nécessaire qu'on ait une plateforme en interne? Donc en général, si on est dans une grosse entreprise, la réponse est 95 du temps oui, parce Mmh. qu'il y a une telle demande et tellement de Ah, tu choses que obligé, je ça pense. vaut le coup Ça d'internaliser. existe plus, je pense, le 100 externe. Oui, ou alors dans une entreprise qui a une aversion totale pour social listening ou
qui a T'en trop... connais là-dessus? Non. Ouais. Non, mais ouais. Mais voilà, si on veut être à la page, effectivement, enfin, pas être à la page, ça veut pas forcément dire ça, mais en tout cas, s'appuyer sur les réseaux sociaux reste quand même, même si c'est pas euh, c'est pas la solution finale, si c'est pas la réponse à toutes nos questions, ça reste quand même essentiel parce qu'il y a un tel, tout le monde, une grande part de la population est sur les réseaux sociaux, donc finalement tout ce qui s'y passe va influencer de manière indirecte ou indirecte, donc il faut être présent. Donc pour revenir à ça, oui, une fois que j'ai rencontré les principales personnes, j'ai identifié un outil. Au vu des usages que j'ai vus, bah, je vais sélectionner l'outil qui paraît correspondre au plus d'usages. Je serais d'avis de garder une équipe spécialisée social listening. Souvent entre entreprises, des fois l'une est directement dans la communication, d'autres directement dans la CMI. Au vu de tous les usages qu'il y a, je suis partisan d'une équipe vraiment spécialisée social media listening parce que c'est vraiment un métier à part qui est bien sûr dans l'intersection de plein de choses. Mais au sein de cette équipe, avoir des spécialistes, c'est-à-dire un spécialiste social media intelligence euh, pour la CMI, plus consumer insight, un autre plus sur la partie e-commerce, amélioration de notre SEO, un autre qui va être plus sur la partie peut-être R&D, donc il va peut-être être un peu avec la CMI, mais voilà, amélioration de Communication, ouais. produits, un autre sur la communication, encore un autre sur voilà, communication et gestion de crise, et on peut voilà, décliner comme ça, mais au moins avoir un référent social listening qui connaît l'univers de manière générale et avoir ces spécialités, spécialisations qui vont être le point de contact entre chaque équipe. Et ce qui permet aussi euh, euh, des cas pratiques qui peuvent être déclinables pour aussi créer une communauté. Enfin, je sais que ce sont des sujets aussi que vous abordez souvent, mais comment créer une communauté, une social listening squad, Ah ce qui est ouais, plus ou moins facile des fois dans certaines entreprises. les boîtes qui fonctionnent bien, je trouve, ont tous réussi ça, ce challenge. Enfin, je sais pas si tu partages ça, mais Hmm, d'aller faire cette double approche, quoi. L'approche centralisée, voilà, tu as tes experts hmm. social listening, parfois experts d'un outil, d'une practice, d'un use case, d'un secteur, mais aussi d'avoir les bons relais dans les équipes partout, quoi. Oui, bien Tu sûr. vois, parce que sinon, ça reprend un peu ce que tu dis, sinon, bah, on va pas en faire grand-chose, quoi, Ouais. de ton beau PowerPoint, hein. Oui, c'est vrai, quand je suis arrivé chez Coty il y a 4 ans et demi, le pôle social advocacy, social listening n'existait pas. Il y avait deux trois personnes qui géraient un peu l'advocacy, mais il n'y avait pas une personne centrale qui vraiment regardait tout ce qui s'y passait pour améliorer, voilà, centraliser vraiment tout. Et moi, j'ai eu ce rôle quand je suis arrivé de se dire: «Voilà, tu es maintenant le responsable social listening et essaye cette, méthodologie, cette façon de faire, essaye de l'améliorer dans tous les dans autant de secteurs qu'il est possible». Et moi, mon but, c'est pas que demain je potentiellement je parte de chez Coty et que tout d'un coup ils se disent: «Ah mince, on repart de 0». Moi, mon but, c'est vraiment de partager mon expertise, de faire comprendre, sensibiliser aux gens à qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve, de former petit à petit des personnes pour que, si, demain pour X ou Y raison je devais, partir, bah, il y ait des personnes relais qui puissent prendre la suite et que ce que j'ai construit puisse perdurer, dans le temps. On va continuer l'exercice. Donc ça y est, donc tu as ton équipe avec des spécialistes, Exactement. t'es arrivé. Euh, Par contre, le CEO, il est hyper sceptique. Tu sens que ça freine des projets, tu sens que il y a des budgets peut-être qui sont pas débloqués assez vite, etc. Et là, tu as 30 secondes, une minute pour lui expliquer pourquoi c'est vraiment crucial la social intelligence. Tu lui dis quoi? Uniquement avec des arguments, c'est-à-dire j'ai pas de preuves, pas de cas qu'on réussit, c'est Euh, juste, moi comme T'as tes ça, 30 secondes. Tu sais, c'est voilà. le célèbre elevator pitch. OK, Tu vois. c'est ça. Bah, L'argument qui est ouais, infaillible. bah, je lui demanderais est-ce que, il ou elle est sur les réseaux sociaux? Il y a de très fortes chances qu'ils me disent oui. Je suis le CEO, je vais dire oui. OK. En effet, je suis sur les réseaux sociaux. Quel type de réseaux sociaux? LinkedIn, Instagram parfois. OK, et vous vous y rendez, souvent sur, ces plateformes? J'y vais, oui, à peu près une fois par jour. OK, donc tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça vous intéresse? Vous, ce que vous voyez, ça peut vous inspirer, vous pouvez peut-être acheter des choses, vous connecter avec des gens via ces réseaux sociaux?
Ça m'arrive. Voilà, bah, c'est le pouvoir de l'influence des réseaux sociaux. Donc, faut vous dire que si ça vous influence d'une certaine manière ou si vous voyez du contenu, ça peut la même chose peut arriver pour nos consommateurs. Donc tout ce que les consommateurs vont voir, entendre sur nos produits sur les réseaux sociaux de la part d'autres personnes, va les influencer à potentiellement acheter plus. Donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux est vraiment important et le suivre et améliorer le suivi pour améliorer une présence sur les réseaux sociaux est vraiment essentiel. D'où, ce que je considère, être important dans la création d'une entité social listening. Pierre, je suis convaincu. Non, non, mais Voilà, mais c'est plus c'est vraiment c'est personnalisé intéressant. dans la Ouais. mesure où on considère que les réseaux sociaux ont quand même une influence très importante dans la vie des gens tous les jours, dans la création de leur opinion, dans la création de leur vision de la vie, de ce qu'ils se pensent de tel ou tel sujet, de tel ou tel produit. Rares sont les personnes qui ne sont pas du tout connectées, qui ne se font pas influencer de manière directe ou indirecte. Et donc ça passe de la personne qui vient tout nouvellement de sortir d'école de commerce ou l'alternante, la stagiaire, jusqu'au PDG. Tous sont connectés et tous sont influencés d'une manière ou d'une autre. Ah, mais t'as clairement raison. T'as clairement raison. Moi, j'en ai marre, mais c'est l'argument vraiment dont j'ai le plus marre, c'est ma cible est pas sur les réseaux sociaux. C'est un truc Mm. que je comprends pas. Parce que même dans les. Enfin, franchement, Mm. quand tu regardes les taux de pénétration de l'utilisation des réseaux sociaux Ouais. dans les pays développés, pas que, mais Mm. c'était sur des. C'est aussi commun que d'avoir un smartphone ou de se balader le week-end. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Mm. C'est plus un. Enfin, c'est acté, quoi. Mmh. Tu vois. Bah, il y a 2 choses, soit on cible, soit on cible une audience très, très senior et effectivement avoir une proportion à moins être sur les réseaux sociaux. Néanmoins, il y a de plus en plus qui le sont. Après, ils ne postent pas forcément et ça amène la deuxième chose. Quand on dit mon audience, en tout cas ma cible n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, elle peut ne pas s'exprimer. Mais elle est présente, elle voit, elle regarde des choses, elle regarde de la création de contenu. C'est d'ailleurs une tendance que je constate ces dernières années, c'est que j'ai l'impression de moins en moins qu'il y a moins en moins de publications. C'est-à-dire, il y a vraiment eu 2020 avec le Covid où les gens, c'était voilà, beaucoup de gens ont posté, c'était très drôle et ça permettait aux gens de se divertir. Mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que les gens il y a cette fatigue quand même des réseaux sociaux et donc les gens vont poster moins ou vont poster plus en privé. Donc, ils vont fermer leur compte ou ils vont partager des choses dans les messages privés, ils vont être dans des groupes privés de moins en moins, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Ils vont vraiment créer, poster vraiment quelque chose. Ils vont interagir, mais ils vont pas forcément poster et donc quand on dit: «Mon audience n'est pas sur les réseaux sociaux», peut-être qu'elle ne poste pas énormément, mais ou alors elle ne poste pas, tu ne vois pas qu'elle poste. Donc soit c'est dans le privé, soit elle interagit beaucoup. Et même Ouais, si elle ne participe pas directement, elle va être influencée, et puis il y a toute une à la fin. discipline au sein de notre. Enfin, toujours compliqué. Est-ce qu'on appelle ça social listening ou est-ce qu'on appelle ça Mmh. social intelligence? Mais nous, c'est pas que l'étude des conversations publiques. Il y a, tu parlais de ce qui se dit sur les LLM, il y a le search, il y a l'audience intelligence Exactement. qui regarde les personas associés à l'empreinte numérique des gens, et il y en a plein d'autres. Et du coup, factuellement, je trouve que c'est un argument qui tient pas. C'est un argument, bah, si on te dit ta cible n'est pas sur les réseaux sociaux, faut vraiment que ce soit quelque chose. Enfin, dans ce cas-là, ta boîte très très particulière. Enfin, moi, je pense que j'en ai même pas en tête, quoi. Quelqu'un où vraiment la cible n'est jamais allée sur les réseaux sociaux. Au passage, là actuellement, j'en ai pas en tête. Ça doit Mmh. exister, mais j'en ai pas. Oui et puis les réseaux sociaux ont pris une telle ampleur que maintenant même les médias, même des gens qui seraient potentiellement pas sur les réseaux sociaux, mais qui regarderaient beaucoup, par exemple, la télé ou les chaînes d'information et journalistes aujourd'hui, partagent beaucoup de contenu qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux et des fois l'information vient des réseaux Clairement, sociaux avant d'être partagée clairement. sur l'audiovisuel, public et donc finalement ça va avoir une influence à la fin. Et donc, je termine la discussion de tout à l'heure. Donc, Ouais. c'est bon, tu as ton équipe, tu as le DG a dit go. Juste en sortant de l'ascenseur, il t'a dit par contre, il y a trop de KPI sur mes rapports, vous Mmh. m'en supprimez la moitié. Toi, tu arrives auprès de ton équipe et tu te rends compte en fait les KPI sont les mêmes KPI que ceux que tu utilisais chez Coty, c'est Ouais. la même chose. Tu dois en supprimer la moitié, tu commences par lequel? C'est quel indicateur est pour toi trop souvent utilisé alors que finalement il apporte pas tant de valeur que ça? Mmh mh. Heu Le reach parfois, parce que c'est vrai que ce que tu peux poster peut
dans l'absolu, potential reach, après il y a différentes, façons, mais c'est vrai que, atteindre ou même des fois le nombre de vues sur X, enfin, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ça peut potentiellement dire que des personnes l'ont vu, mais peut-être que des gens l'ont vu plusieurs fois, donc peut-être le reach et en tout cas, c'est quelque chose qu'on a que moi en tout cas j'ai tendance à supprimer de moins en moins parce qu'aussi, ça dépend aussi les API. Des fois le reach va être très important sur X, mais finalement ça représente pas voilà, c'est une certaine communauté qui l'a vu et tu vas pas forcément avoir le reach sur d'autres plateformes, donc c'est peut-être l'une de celles que je supprimerais. En fait, je te rejoins, mais en même temps, ça pose un autre problème, c'est que c'est une, si ce n'est la métrique qui te rapproche le plus du vrai monde, quoi. C'est vraiment le nombre unique de Ouais, personnes c'est vrai. touchées. Et du coup, Ah. pour quelqu'un qui vend des parfums, il a besoin de savoir je mets 1 euro, je touche X personnes. Je trouve que c'est très Ouais, Moi, j'ai ce sujet-là aussi, tu vois, où pour plein de raisons, c'est complexe. T'as un autre KPI, tu sais, autour de l'earned media value, tu sais, oui, l'estimation absolument. média, mais qui du coup dépend directement du reach, Oui. qui pareil est très intéressant parce que tu dis si je mets 1 euro, j'ai 3 euros de retombée, Mmh. mais ouais, Oui, c'est vrai que tout ce qui est earned media value, reach, c'est des choses qui ont souvent été utilisées dans la presse ou dans l'influence de manière générale. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même cet aspect de l'engagement, c'est-à-dire je peux poster quelque chose, mais elle va peut-être être beaucoup vue ou peut-être que je vais avoir mis, souvent enfin, il peut arriver que des marques vont publier une vidéo ou une photo et vont mettre de l'argent derrière pour, booster, pour amplifier la visibilité de ce post-là. Donc on se retrouve avec beaucoup de vues ou beaucoup de reach mais avec peu d'engagement parce que les gens l'ont vu, mais pour eux, ça n'a pas eu d'importance. Donc, c'est pour ça que les 2 sont utiles, mais c'est vrai que l'engagement, si on voit qu'une personne a fait 20% de son audience à chaque fois engage ou aime ou commente ses publications, on trouve que cette personne est très engagée. Alors, c'est une personne qui a énormément de followers, qui a, je sais pas, 2 millions de followers, mais fait 5000 likes sur ses photos, sur ses vidéos. Je trouverais ça moins pertinent. Donc, c'est pour ça, c'est moi aussi, dans l'approche que j'ai du social listening et qu'on a de l'advocacy, c'est comment faire de l'advocacy par le bas. Et donc, et ça va un peu en contrario, en tout cas en supplément, en additionnel de l'influence traditionnelle. On va avoir des grosses célébrités qui peuvent toucher beaucoup de monde, enfin, en tout cas qui ont une communauté très importante. À l'inverse, l'advocacy, ça va être comment, des gens qui ont peut-être une visibilité moindre, mais qui ont un engagement plus fort ou qui ont une conversation beaucoup plus importante avec leur audience, on peut toucher. Donc c'est pour ça, pour moi, la partie, engagement est, mon point de vue, tout aussi important que le reach, voire plus. tu conseilles, tu du contenu à conseiller, un livre, un blog, je sais pas, autour de notre industrie? Mmh, une référence, pas forcément. Moi, c'est plus des communautés que je suis. Donc il y a, une communauté qui s'appelle Social Intelligence Lab, qui Ouais, bien réunit sûr. vraiment des experts du social listening. Donc ils Qu'on font salue, beaucoup de qu'on embrasse. conférences exactement. Ils font beaucoup de conférences. Enfin, déjà, ils ont des experts en social listening, donc ça rend la discussion, les publications très intéressantes. Ils font un rapport tous les ans que je lis, c'est une bible. Donc si tu me demandais un bouquin, c'est peut-être pas un bouquin, mais c'est un rapport de 10-15 pages où on voit, parmi tous les acteurs du social listening, quelle plateforme est utilisée, quels sont les usages, face à quelles difficultés ils font face. Il est excellent ce rapport. Ouais. Ouais. Moi, j'en Même apprends à chaque fois. design, j'aime bien non mais franchement, Ouais, franchement. Même tu as les exactement. budgets investis, ça rentre, je trouve vraiment en Mmh. profondeur, c'est à l'échelle globale. Mmh. Je t'ai coupé, pardon. Non, c'est exactement ça. Moi, j'adore, cette publication et chaque fois, je me dis: «Quand est-ce qu'elle sort l'année d'après?» Il faudrait un truc tous les 6 mois, tous les trimestres. Non, voilà, c'est principalement ça et aussi en termes de communauté, en étendant un peu, au social listening, il y a aussi tout ce qui est, l'open source intelligence. Donc forcément, les réseaux sociaux font partie de cette open source intelligence. En français, c'est ROSO, renseignement, c'est Source ouverte. ouais, source ouverte, d'origine source Ah ouais. ouverte. Donc effectivement, il y a les réseaux sociaux et il y a plein d'autres choses. C'est beaucoup utilisé par les journalistes, dans la politique, dans les conflits aussi. Donc ça sort un peu de ce cadre-là, mais finalement, c'est aussi un univers qui va se rapprocher un peu de mon métier et je trouve ça intéressant parce que quand on parlait de X tout à l'heure, c'est vrai que pour la cosmétique, c'est peut-être moins important, c'est peut-être un peu moins important, mais finalement pour, d'autres sujets, c'est vraiment le cœur d'analyse pour des sujets sociétaux, politiques. TikTok le devient aussi, donc finalement, ouais, finalement, c'est aussi
suivre pour moi la communauté OSINT me permet aussi d'apprendre de nouvelles choses. Comment on peut utiliser les réseaux sociaux d'une manière différente et aussi comment ça évolue. Parce que on n'a pas forcément abordé cette question, mais c'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui est tout ce qui touche comment on appelle ça comment. J'allais tenter la désinformation, Ouais, la l'IA. désinformation, Je mets des l'IA mots-clés là. et aussi, tout ce qui va être, le fait de, j'ai plus le nom en français, mais c'est le ownership de tous les réseaux sociaux, la La souveraineté, souveraineté. exactement, la souveraineté des réseaux sociaux. Là, récemment, les États-Unis ont enfin eu un accord avec TikTok pour avoir la partie US. Il y a quelques jours, il y a l'Union européenne qui a signé une loi ou en tout cas un papier pour dire que l'Europe devait moins dépendre des technologies américaines. Je crois qu'on est à peu près sur 80% des technologies utilisées par l'Europe qui sont issues des États-Unis. Donc aussi dans ces conflits géopolitiques, c'est comment obtenir de la souveraineté. Donc voilà, c'est tous ces sujets. Et finalement, la souveraineté des réseaux sociaux peut avoir un impact sur l'accès qu'on a aux données qui sont présentes sur les réseaux sociaux, sur les API. Et si un jour, je sais pas, il y a un conflit, enfin, il y a on va pas aller trop dans les extrêmes, mais s'il y avait presque une guerre froide entre les États-Unis, en tout cas un gel des relations, peut-être que les États-Unis décideraient de couper beaucoup d'accès à Instagram ou à Facebook. Ça a été le cas. TikTok est plus disponible en Inde depuis plusieurs années, donc ça peut arriver en Europe. Et donc, s'ils coupent un moment l'accès aux réseaux sociaux, ce sera plein de données auxquelles on pourra plus accéder. Donc voilà, c'est un peu. Ouais, mais je te rejoins. Je pense qu'en vrai, dans notre métier, il y a une part de souveraineté, enfin de. Ouais, moi, je pense que si malheureusement il y a une accélération des conflits, il y a un vrai rôle à jouer, je pense, sur les analystes social intelligence, Hmm. dans ces enjeux-là. Hein. Et, Oui, au sein même du gouvernement français, on voit de plus en plus bien sûr, d'organismes, hein. Il y a l'organisme Viginum Viginum, qui suit les ingérences étrangères. Il y a, comment ils appellent ça, French Response, qui bien est sûr, l'organisme X c'est créé par le excellent. gouvernement pour répondre, pour débunker la mauvaise information, pour répondre à d'autres pays qui, selon la France, partageraient des mauvaises informations sur la France ou entacheraient l'image. Il y a aussi plein de services, on connaît des GSI, des GI, des RM, enfin voilà, il y a plein de services de renseignement et ça devient de plus en plus important et la France, comme d'autres pays, continue de se nourrir. Donc, et ce qui se passe sur les réseaux sociaux peut aussi avoir un impact sur ce qui se passe dans la vraie vie. X en premier lieu, mais TikTok également. Et donc, régulariser, mais surtout suivre ça est devenu Je te rejoins. clé. Je te Juste rejoins. clé. Une petite dernière question. Ouais. Toi, tes prédictions 2026-2027 en social intelligence, qu'est-ce qui va changer? Euh, En positif ou en négatif? Les deux. Allez, on peut faire les deux, je pense. En positif, je dirais, il y a quand même le le social listening vient quand même en addition de plein d'autres façons de récupérer de la donnée et j'ai l'impression que enfin, ça a été le cas dans le passé, je pense que ça va continuer en 2026, des entreprises qui vont fusionner pour faire, vraiment au maximum un service à 360 pour faire en même temps le social media, rating and reviews, le search, l'audience et cetera. Donc de plus en plus des acteurs qui vont fournir une solution, 360 pour, des gros clients pour vraiment centraliser l'info parce Ça, que c'est bien pour l'information toi? pour moi, c'est bien. Je ne sais pas si on va y arriver parce que forcément chaque entreprise est très spécialisée. Il y en a qui ont commencé par le PR, par les relations presse, d'autres par les réseaux sociaux, d'autres par le social media management. Donc finalement, chacun a commencé d'une façon différente. Ils tendent plus ou moins tous vers, comme j'ai dit, une solution à 360, mais chacun garde ses propres expertises et donc je pense pas un groupe ou une entité pourra être le meilleur de tout sur chaque aspect. Ça sera juste plusieurs offres qui pourront s'adapter à comment chaque entreprise fonctionne. Mais je trouve que c'est pas mal, ça évite au moins. Il y a une entité directement en interne dans ces agences-là qui peuvent être le point de contact plutôt que ça soit l'entreprise directement qui 6 points de contact dans 6 agences différentes et qui essaye lui-même ou elle-même de faire la jonction entre tous. Donc s'il y a directement une agence qui peut fournir ce niveau de service, c'est plutôt bien. Donc il y a ça. Hem, que j'avais pensé à un autre aspect positif. Oui, je dirais aussi les petites entreprises. De plus en plus, je vois l'intelligence artificielle qui aide à démocratiser, le social listening. Donc bien sûr, on a toujours les limites d'API, mais j'ai l'impression aussi que l'IA
facilite la création de PME, de start-up qui vont apporter quelque chose de différent par rapport à ces gros groupes. On était beaucoup sur la sémantique, mais ce qui se passe dans la mesure où on est de plus en plus sur du contenu vidéo, ce qui se passe dans la vidéo est important, la traduction de ce qui est dit ou la transcription de ce qui est dit. Le fait d'avoir l'intelligence artificielle va permettre de plus en plus de analyser une vidéo dans son entièreté, donc comprendre si la personne parle dans son jardin, au supermarché, dans la salle de sport, donc comprendre le contexte, combien de temps le produit apparaît, combien de temps, donc voilà, tout ce qui est analyse de vidéo, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites grâce à ça. Et voilà, même pour la récupération des données, ça aide à créer du code, donc créer des outils qui peuvent récupérer de la donnée légalement, bien sûr, mais voilà. Donc ça, c'est partie le positif. Et dans le négatif, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire hem, l'évolution qu'on va avoir, que l'évolution des relations entre pays, entre continents, entre les États-Unis, l'Europe, l'Asie. Donc, il y a quand même une guerre médiatique, une guerre d'influence qui se crée au niveau politique. J'ai l'impression qu'il s'accélère avec les réseaux sociaux et surtout avec ce qui se passe dans le monde entre le Covid, les différents conflits, les intérêts économiques. Donc, ouais, il y a plein de choses qui se passent. Et finalement, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une plateforme qui commence à donner beaucoup moins accès à ces données. Donc, si je sais pas, Meta commence à limiter son accès en Europe, bah, c'est une grosse manne d'informations qui va être diminuée. Voilà, je dirais c'est plus ça, c'est plus cette crainte-là. Après, il se peut ne rien se passer et finalement, on voit que TikTok, beaucoup de gens se sont inquiétés. Un accord a été trouvé et TikTok est toujours disponible aux États-Unis, donc ça ne nous impacte pas. Donc, on n'est pas à l'abri qu'il se passe quelque chose. Peut-être qu'en 2026, si ça se passe pas, il y aura peut-être moins d'évolution. Voilà, je vois pas non plus la création d'un nouveau réseau social. Enfin, TikTok a réussi à le faire, mais j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus compliqué de créer un nouveau réseau social qui va vraiment s'imposer devant les autres ou qui va aller dans les premiers. Et souvent, il y a des réseaux sociaux de niche, mais ça peut toujours être pertinent, mais par exemple Blue Sky qui a été une bonne alternative à X, j'ai l'impression qu'il n'a pas explosé comme on voulait, ou Threads, qui était aussi une alternative à X créée par Instagram. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme au début, mais je ne sais pas à quel point les gens sont actifs sur ces réseaux sociaux. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on en parle énormément et ils n'ont pas encore Ouais, détrôné ça n'a les pas grands. encore la masse critique des autres, c'est sûr. Exactement. Non, mais écoute, Pierre, merci beaucoup. Merci pour ça. D'ailleurs, je te rejoins particulièrement sur ton deuxième point positif. Nous, on fait clairement partie de ces PME qui ont réussi à accélérer, à émerger grâce à l'IA. Le coût de développement de nos scripts, de nos petits outils internes et externes, ça en est retrouvé, je sais pas, diminué par 10 par rapport à ce qui devait se faire avant, quoi. Ouais. Donc, nous, c'est génial. Mais merci beaucoup pour ton temps. Comme on disait en off, je pense qu'il y avait matière pour continuer la discussion, peut-être faire un épisode 2 dans le futur. Donc ravi d'avoir pu t'accueillir. Et je vous dis à très vite. Un grand merci, j'adore ce sujet, comme l'audience l'a peut-être entendu, et je serais ravi de revenir pour un autre épisode pour parler d'autres sujets. Encore merci pour l'invitation, Antoine. Avec plaisir. Salut. Salut. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à nous mettre en commentaire les personnes que vous aimeriez voir la prochaine fois. Nous postons un épisode tous les mercredis, alors je vous dis à la semaine prochaine.